Bonjour, c'est un véritable plaisir de vous retrouver. J'ai une petite heure devant moi, ça faisait un petit moment qu'il y avait des questions qui étaient encore en suspens, les questions que vous avez posées par Facebook, par le forum. Il y avait une première partie qui avait été traitée, mais il me manquait une petite flopée, donc c'est l'occasion. Prendre une petite heure, ça va être court, mais on va essayer de bien avancer là-dessus pour arriver à explorer encore ces questions de physiologie, de psychologie, en sachant que les deux sont complètement liés. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste énormément. On a placé le domaine psycho-émotionnel dans des espèces de limbes sortis hors du corps finalement. Et ce qui me fait jubiler, c'est que de plus en plus, on ramène ça dans le physiologique, dans le physique. On se rend compte que finalement, nos états émotionnels sont fortement liés à nos états physiques et nos états intestinaux en particulier. Et d'ailleurs, comment se fait-il que les nations modernes, dans lesquelles on a adopté la super alimentation industrialisée, sont parmi celles parmi lesquelles il y a le plus haut taux de consommation de psychotropes, d'antidépresseurs, les plus hauts taux de suicide. Ne serait-ce pas que les sociétés traditionnelles qui ont gardé à la fois des valeurs morales mais des valeurs aussi alimentaires et du mode de vie ont conservé quelque chose qui est physiologiquement adapté à l'être humain et que nous, on a complètement dérivé. C'est-à-dire qu'on a oublié de se poser la question, est-ce que les modifications du mode de vie moderne, est-ce qu'elles sont adaptées? Non, on ne s'est pas posé la question. Non, on s'est dit non. Par contre, on peut les vendre. Ça, on peut très très bien les vendre à coup d'idéologie, de publicité. Buvez Coca-Cola, et puis donc toute cette espèce d'imaginaire qui est créé autour de ça. Mais par contre, est-ce que c'est consommable? Est-ce que c'est utilisable? Ben non. Et là, d'un seul coup, on se rend compte que ça ne fonctionne plus. Et c'est tout le propos de ces vidéos. C'est de retrouver le chemin de la maison, d'une certaine manière. C'est de se rendre compte que ce que nous vivons est conditionné par notre environnement. Et que toutes nos réactions, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, ne sont que des symptômes. Ce n'est pas des problèmes en tant que tels. Ce sont des symptômes. Et c'est sur le terrain qu'il faut aller agir. C'est-à-dire que si une personne va mal sur le plan physique ou sur le plan psychologique, il n'est pas temps de lui reprocher son comportement que d'essayer de comprendre d'où ça vient et d'y remédier. Et on se rend compte que le mode de vie, l'alimentation en particulier, le rythme de vie, l'épuisement du système nerveux ont beaucoup à voir, même avec nos comportements, nos pensées, notre mode de pensée, notre positivité, notre optimisme ou au contraire notre dépression, notre renoncement. Tout ça, c'est les fruits de ce monde. Et que si nous ne voulons plus des fruits de ce monde, il s'agit de se réapproprier un petit peu les questions de santé. Mais vraiment de santé, parler de santé, parce que c'est ce dont il est le propos dans ces vidéos, c'est de parler réellement de santé, non pas de parler de gestion de la maladie, non pas de parler de systèmes qui vont nous permettre d'aller un tout petit peu mieux, juste ce qu'il faut pour survivre, pour être productif, mais surtout pas pour guérir. Là on parle de guérison. Mais pas la guérison qui serait en rapport avec une personne. Il n'y a personne qui a le pouvoir de guérison sur quiconque, vous le savez. Par contre, de parler de soin. Le soin permettant la guérison. Et c'est le minimum, et c'est l'absolu que l'on puisse donner. Le soin, donner du soin aux autres et à soi-même. Mais pour donner du soin, il faut savoir dans quelle direction aller. Et c'est bien la perversité de ce monde, c'est que les cartes ont été brouillées. Alors, avec la physiologie, avec l'hygiénisme, avec la compréhension du fonctionnement métabolique du corps humain, on essaye de retrouver cette carte, de se balader un petit peu en terrain incognita, puis de tracer les contours d'un cadre physiologique de développement de l'être humain. Et finalement, on en arrive à quoi? Très traditionnaliste, le Klatas Novas, finalement, c'est pour un hippie, ça fait un petit peu très, très rétrograde, mais en fait c'est quoi? C'est revenir à une vie, on va dire, agraire, dans laquelle on produit sa nourriture, dans lequel on vit dehors, dans lequel on est au soleil, on est au contact des éléments, dans lequel le cadre familial, collectif, communautaire est privilégié, des cadres de vie semi-villageoises, de petites communautés qui peuvent s'autodéterminer elles-mêmes, non pas faire un pas en arrière, on me dit « Ah, tu veux revenir ?» Ah non, 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 revenir à rien, de toute façon c'est même pas la peine, ça n'existe pas. Par contre, garder les enseignements du passé, ce qui marchait avant, et puis apporter aussi notre contribution moderne. On ne peut pas faire fi de l'individu que nous sommes devenus maintenant, de la civilisation que nous sommes devenus maintenant, donc il n'est pas question de faire un pas en arrière, mais plutôt d'aller en avant. De toute façon, faire un pas en arrière, ça serait revenir à des systèmes qui ne marchent pas.
mon ami Eric Escoffier le montre assez souvent, l'agriculture ne marche pas, n'a jamais marché. C'est une gabegie en termes d'énergie. Et d'ailleurs, tout notre monde est une gabegie en termes d'énergie. Hier, je me faisais la réflexion avec une amie, on pensait au système éducatif. Vous savez, j'aime bien un petit peu taper sur le système éducatif, c'est un peu ma marotte, le matin ça fait de l'échauffement. Mais je me disais, en fait, si tu réalises la quantité d'énergie qui est dépensée pour un résultat qui est somme toute médiocre. Je disais ça parce que j'ai une amie qui me montrait quelques blogs sur un domaine qui l'intéressait beaucoup et j'étais effaré de voir l'orthographe qui était utilisée, la grammaire, la méconnaissance de l'orthographe et de la grammaire, de la syntaxe. C'était catastrophique. Je me disais, mais tous ces gens, ils ont leur bac. Tous ces gens, ils ont passé 18 ans. Tous ces gens, il y a eu des dizaines de profs qui ont été payés pour leur enseigner des choses. Et pourtant, ça ne marche pas. Le calcul mental n'existe pas, la dialectique n'existe pas, le français et la grammaire sont en pleine perdition. Tout ça, c'est pas transmis. Quelle inefficacité pour un système qui coûte une somme colossale. Mais c'est exactement pareil avec le système de santé. Quelle inefficacité pour un système qui coûte une somme colossale. Ah ouais, mais en fait, ça serait pas ça le but? Que ça coûte une somme colossale et que ça soit inefficace? Si c'était efficace en coûtant peu cher, ça ne rapporterait pas, ça ne créerait pas de la valeur. Donc en fait, le but, c'est que ça soit inefficace. Ok, alors là, on a compris. Bon, ok. Et maintenant, vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de l'efficacité ou de l'inefficacité? Moi, je peux vous dire que j'ai assisté à l'apprentissage de la lecture chez un enfant suivant des méthodes non conventionnelles, c'est-à-dire sur un apprentissage spontané. C'est juste stupéfiant. C'est juste merveilleux. Vous savez, c'est un peu comme la régénération. On en entend parler, et puis on s'arrête de manger la nourriture de ce monde, on commence à changer ses habitudes alimentaires, ses habitudes de mode de vie, là, waouh, ça marche pour moi aussi, ça paraît incroyable. Ben, j'ai assisté à la même chose pour un enfant. Tu sais, on t'avait dit, ouais, pour l'apprentissage de la lecture, il faut des spécialistes. Ben, toi, tu ne vas pas apprendre à lire à ton enfant. Eh ben non, de toute façon, moi, j'ai rien à lui apprendre. Il peut apprendre de moi, mais moi, je ne peux rien lui apprendre. Par contre, il peut apprendre d'un contexte riche, et il va apprendre tout seul. Et j'ai vu à quelle vitesse un enfant apprend à lire dans un contexte riche. C'est juste stupéfiant. Toutes les méthodes globales, syllabiques et tout se cassent le nez sur l'efficacité du jeu pour apprendre à lire. D'un enfant qui joue et qui prend du plaisir à ça. Et un enfant qui, de la même manière, découvre les nombres, découvre les chiffres, découvre les additions, simplement parce qu'il en a envie. Et on avait oublié la notion de plaisir. Est-ce que le plaisir ne serait pas finalement le plus gros antidote à la folie de ce monde, à la gabégie de ce monde, au délire de ce monde? Le plaisir. Le plaisir, mais dans un contexte qui est adapté. Parce qu'effectivement, on a survalorisé le plaisir, mais un plaisir dans un contexte qui est complètement déviant. Et ça, c'est la perversité de ce monde-là aussi. C'est que on garde des petites bribes de fonctionnement physiologique normal, mais on les fait s'appliquer dans un contexte qui est complètement anormal. Donc on dit, prends ton plaisir. Ouais, mais prends ton plaisir dans un milieu qui est complètement dénaturé, ça ne peut pas fonctionner. L'être humain est fait pour vivre dans un biotope donné. Et ses besoins s'expriment dans ce biotope donné. Et si les besoins de l'être humain ne sont pas remplis, il dysfonctionne. C'est juste ça. Actuellement, le biotope dans lequel nous vivons, l'environnement dans lequel nous vivons, n'est pas propre à remplir nos besoins. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va défiler? Est-ce qu'on va protester? Est-ce qu'on va pleurer? Est-ce qu'on va demander à papa, maman de nous changer tout ça? Ou on se relève les manches et on arrête de passer son temps à faire de la gym, du fitness, dans des salles, à pousser de la fonte. Et au lieu de pousser de la fonte et d'être esclave de ce système, on commence à brandir de la fonte et puis à planter des arbres. C'est ça la responsabilité, et c'est ça le challenge. C'est un peu tout ce qu'on retrouve dans ces vidéos. Connaissez bien ça. Donc on va s'attaquer aux questions-réponses, puisqu'on n'a connu qu'une petite heure. Avant, j'avais une annonce. Alors, une bonne et une mauvaise annonce, ou une mauvaise et une bonne annonce. On va commencer par la mauvaise. Mauvaise. C'est des circonstances, mais en fait, c'est pas réjouissant. Pour les stages d'octobre, la seconde semaine était une semaine que j'avais consacrée plutôt à de l'accueil de familles. Il y avait quelques familles qui s'étaient inscrites. On a un gros souci. J'ai un énorme désir de voir ça arriver, de voir des stages dans lesquels il y a beaucoup plus d'enfants, sauf que le lieu qui nous accueille vient de nous faire réaliser que c'était totalement impossible. Les normes de sécurité d'accueil ne sont pas du tout adaptées pour les enfants. On les contraint. C'est moi, mon enthousiasme qui a voulu pousser trop fort comme toujours et faire fi du réel. J'ai tendance à vouloir tordre le réel avec ma foi et ma confiance. Et là, ça s'est cassé le nez. Ça s'est cassé le nez. Donc malheureusement, nous ne pourrons pas accueillir d'enfants en seconde semaine. Donc les familles qui devaient venir avec enfants ne pourront pas venir. Alors,
je disais mauvaise et bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle, c'est difficile de le dire comme ça paraît un peu cynique, mais c'est que ça libère des places. C'est donc qu'il y a des places qui sont libérées. Donc la première et la seconde semaine seront exactement les mêmes. En seconde semaine, il y aura en plus l'intervention de 2 intervenants exceptionnels que j'ai fait venir. Il y aura Jean-Pierre Lepris, il y aura Arnaud Tisserand qui seront là pour faire des cercles de réflexion. Arnaud par rapport au quinton, l'eau de mer, l'utilisation de l'eau de mer. Jean-Pierre Lepris sur des questions beaucoup plus larges, on va dire, que la physiologie elle-même, sur la notion d'obéissance, de désobéissance, mais ça sera en plus du programme. Et voilà, malheureusement, je suis obligé de remettre ce projet d'accueillir des enfants. En fait, on s'est rendu compte, vu les contraintes que nous imposent les lieux de stage, en fait, la meilleure des solutions, ça sera de valider le projet que je suis en train de monter, c'est-à-dire là, je vous le dis tout court, mais tout doux, mais un gros festival Régénère l'été prochain dans un immense camping. Et donc l'été prochain, je vous donnerai les dates, d'ici janvier, les dates seront posées. Et dans un contexte de camping, alors là vraiment on aura toute la place pour les enfants pour qu'ils puissent s'éclater, courir, crier, chanter, être un peu plus vivants que nous le sommes nous-mêmes, et puis que les vieux croutons puissent avoir leur place aussi, parce que là dans un cadre fermé ça ne peut pas le faire malheureusement, et je le déplore fortement. Et d'ailleurs je présente toutes mes excuses aux familles qui s'étaient lancées dans cette aventure avec beaucoup d'enthousiasme pour venir en octobre et qui ne vont pas pouvoir le venir. Sachez que ce n'est pas de gaieté de cœur, et sachez que j'aurais tout fait pour que ça puisse advenir. Mais là, je me retrouve confronté à la réalité. Donc, ça libère des places pour le mois d'octobre. Pour ceux qui sont intéressés, il reste encore quelques places disponibles, quelques places qui ont été libérées par les familles. Vous pouvez aller sur le site, sur la rubrique stage, il y a un bulletin d'inscription, vous remplissez le bulletin d'inscription, vous nous l'envoyez rapidement. Il reste un peu moins de 3 semaines avant le stage. Il y a un système de covoiturage qui est organisé, mais il reste des places. Ça va être un stage, je pense, excellent, qui va être vraiment orienté vers le pratico-pratique. Comment on change son mode de vie en pratique, au niveau alimentaire, au niveau rythme de vie, au niveau soins. Comment on fait, comment on s'y prend. Et ça, c'est tout le challenge, et c'est tout ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc là, ça s'appelle 6 jours pour changer de vie. Et au-delà du titre qui est un petit peu racoleur, j'en conviens, l'idée c'est de vraiment donner des moyens pratiques pour changer de vie. On est parti avec les questions. Question pour Thierry. Alors, c'est une question j'ai pas ton prénom. Benjamin. J'aimerais savoir comment comprendre d'un point de vue hygiéniste l'allergie aux piqûres d'insectes, type abeilles, guêpes, tampes. Je me suis fait récemment piquer par un tampon, et de la même manière que lors d'une précédente piqûre, il y a quelques années, j'ai eu une réaction inflammatoire conséquente. Enflement important sur plusieurs centimètres pendant plusieurs jours. Alors que pour d'autres personnes, cette piqûre passerait quasiment inaperçue. Est-ce dû à une faiblesse du système immunitaire? Peut-on voir son allergie disparaître? Faut-il se faire piquer plusieurs fois pour que le corps s'y habitue, comme pour les apiculteurs? Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question. Est-ce dû à une faiblesse du système immunitaire? Alors, on ne peut pas dire que ça soit dû à une faiblesse du système immunitaire. Tu sais, quand on parle du système immunitaire, je pense qu'il faut toujours clarifier les choses. On a tendance à passer système immunitaire égale système immunitaire intérieur, celui qui est propre au sang et aux cellules, avec les anticorps, IgA, IgE, IgG, IgB par exemple. Ce sont des anticorps qui viennent marquer des éléments étrangers pour avoir une réaction du système immunitaire. On oublie que le système immunitaire, c'est d'abord et avant tout toutes nos populations bactériennes qui sont à la surface des muqueuses et qui nous protègent contre l'entrée d'éléments étrangers. Quand on parle de réaction à des piqûres d'insectes, on parle du système immunitaire, celui que j'appelle l'intérieur, celui qui fonctionne avec des anticorps. Et c'est une réaction de type IgE, cette réaction immédiate qui se traduit par un enflement. Si ton système réagit de la sorte à des piqûres d'insectes, c'est simplement que ton système est déjà complètement saturé. C'est-à-dire que ton système immunitaire, il est déjà au taquet. C'est-à-dire il est proche de son point de réaction maximale parce qu'il y a déjà énormément à faire dans ton corps. Un système qui surréagit à des piqûres d'insectes, c'est juste un système qui est à la limite déjà, qui est au quotidien constamment extrêmement sollicité et dont il faut très peu pour le faire
monter en hyperréaction, en hyperinflammation. L'inflammation étant un processus adaptatif qui simplement dit le système immunitaire n'y arrive plus. Il n'y arrive plus par lui-même, donc il fait appel à quoi? À des mécanismes régulateurs dans l'organisme qui sont l'inflammation. Vous savez, il y a différents mécanismes régulateurs. La prolifération bactérienne en est une. Quand le système n'arrive plus à nettoyer, quand le système éliminatif n'arrive plus à fonctionner, qu'est-ce qui se passe? Prolifération bactérienne. Quand le système immunitaire n'arrive plus à gérer, qu'est-ce qui se passe? Inflammation. L'inflammation étant une réaction exceptionnelle qui demande beaucoup d'énergie. Donc si le corps peut s'en passer, il va s'en passer. Il va passer simplement par des réactions avec des anticorps et des antigènes. Mais quand il n'y arrive plus, quand le système immunitaire est déjà saturé, fatigué ou saturé, ou les deux, parce que il y a la capacité du système immunitaire, puis il y a sa saturation. Et souvent, les deux viennent en corrélation pour faire en sorte que le système immunitaire n'y arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe une inflammation. Et qu'est-ce qu'on te dit? Ah, mais on te dit, mais tu as un gros enflement comme ça et tout. Prends des corticoïdes. Prends des corticoïdes pour calmer l'inflammation. Alors moi, je vais te dire deux choses. Premièrement, si l'inflammation est très forte, il y a deux raisons à ça. Premièrement, ton système immunitaire est épuisé. Pourquoi? Parce que tu es toi-même épuisé. Et donc, non seulement ton système immunitaire est épuisé, il ne peut pas répondre, mais en plus, quand la réaction d'inflammation va démarrer, il n'y aura pas de pédale de frein pour la réaction d'inflammation. Il manque d'une hormone qu'on appelle le cortisol, qui est anti-inflammatoire. Le cortisol dont on dérive la cortisone, dont est dérivé. Plouf plouf, moi qui faisais qui me frappait la tête à voir la grammaire et la syntaxe, il ne doit pas être un modèle du genre. Mais bon, c'est une façon de parler. Quand j'écris bien. Donc la cortisone qui est dérivée du fameux cortisol par le corps en permanence. Donc, est-ce que c'est le signe d'un système nerveux, d'un système immunitaire fatigué? Oui. Ça veut dire qu'il est déjà saturé, fatigué, que tu ne produis plus assez de cortisol et que la réaction est non limitée. Peut-on voir son allergie disparaître? Bien sûr, déjà avec du repos, ça veut dire juste que tu es épuisé. Tu as un système immunitaire qui est fatigué, épuisé, donc s'il est fatigué, ton système immunitaire, c'est peut-être parce qu'il a beaucoup à faire, donc peut-être hyperperméabilité intestinale, passage de beaucoup de produits toxiques dans le milieu intérieur, peut-être, je dis pas, je joue pas à Madame Soleil, c'est juste que ça peut se faire. Mais peut-on voir son allergie disparaître? Oui, en renforçant son système immunitaire et en se reposant. Faut-il se faire piquer plusieurs fois pour que le corps s'y habitue, comme pour les apiculteurs? Alors en fait, ce n'est pas tant une question d'habitude qu'une question de stimulation du système immunitaire. On sait que les multiples piqûres d'abeilles stimulent le système immunitaire. Donc voilà un petit peu pourquoi les apiculteurs se font piquer. Alors, question de... Alors, j'ai pas donné ton mail, mais c'est A. On va t'appeler A, parce que j'ai ton nom de famille, mais je vais peut-être pas le citer. Bonjour, j'ai une question pour Thierry, s'il vous plaît. Cela fait 1 an et demi que je mange cru, fruits et légumes. J'ai d'abord maigri, super. Mais fatigué, je me suis mise à manger plus et maintenant je grossis. Ah bah oui, mais c'est vrai que l'énergie est revenue. Oui. Sur d'autres sites, je lis que la thermogénèse permet au corps d'éliminer et de dépenser plus d'énergie si l'on ingère de très grandes quantités de fruits et prône donc au minimum 2500 calories par jour minimum pour une femme. Qu'en pensez-vous? Est-ce que mon corps, une fois réparé, m'inspirera de lui-même? Ou je mange trop? Qu'est-ce que la thermogénèse? Qu'est-ce que la thermogénèse? Ou qu'est-ce que c'est que la thermogénèse? C'est marrant parce que j'ai lu un travail de thèse américain sur la thermogénèse là, il y a peu de temps. Je mettrai le lien. Tiens, je regarde où on en est au niveau compteur, comme ça je m'en souviendrai. 19 minutes. Oula, ça avance. 19 minutes. Ok, mais je mettrai le lien là, comme ça, entre mes mains. Le lien d'une étude qui a été vraiment faite sur cette fameuse histoire de thermogénèse. Alors, thermogénèse, pour dire, dans les milieux crudivores, c'est un petit peu le serpent de mer. Thermogénèse, cette idée-là forte a été lancée par quelques partisans d'une approche alimentaire qu'on appelle le 90-10, Douglas Graham, et puis les deux Australiens aussi, Durian Ryder et puis la fille qui mange des bananes. Et donc c'est un truc après qu'on répète. Je veux dire, c'est bien simple sur internet comment ça se passe, c'est qu'il y en a un qui lance un truc et puis après il y en a quelques-uns qui reprennent ça. Donc on te parle de thermogénèse. L'idée de base de la thermogénèse, c'est que plus tu vas manger, plus tu vas dépenser sous forme de production d'énergie et que tu vas te réchauffer. Et donc que en mangeant plus que tes besoins, tu vas perdre du poids. Alors en pratique, ça ne marche pas.
Et d'ailleurs, l'expérience qui a été menée aux États-Unis le prouve, le travail de thèse d'ailleurs que je vous ai mis là, le prouve de manière manifeste. Alors souvent on dit oui, mais bon, ce qui a été testé, c'était juste des régimes qui étaient riches en glucides, en lipides ou en protéines. Non, là au moins c'est une étude qui a duré plus de 2 mois et demi sur des individus et qui a testé séparément, apporter de façon massive des sucres, apporter de façon massive des lipides, apporter de façon massive des protéines et voir ce qui se passe. Ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'effectivement, quand on augmente de façon massive l'apport calorique, eh bien, la prise de poids n'est pas exactement en rapport. C'est-à-dire qu'il y a une partie de cet apport calorique qui est dépensée sous forme de production de chaleur. Ok, il y a de la thermogénèse. Évidemment qu'il y a de la thermogénèse. Mais elle ne suffit pas largement à contrebalancer les effets du surapport calorique. Alors, on va me dire, ok, ça n'a pas duré assez longtemps. Bon, là, ça a duré 2 mois et demi comme étude. Après, il y a la pratique. La pratique, c'est que malgré les dogmes et les messages qui sont répétés en boucle, la plupart des gens qui dépassent leur quota calorique, prennent du poids automatiquement. Après, il y a une chose qu'il faut voir. Et c'est ce qui est intéressant dans ta question, et c'est ce qui permet d'avoir une pensée complexe. Il y a une chose qui est intéressante. Tu vois, tu me dis... Tu t'es mise, alors j'ai d'abord maigri, mais fatigué, je me suis mise à manger plus et maintenant je grossis et c'est vrai que l'énergie est revenue. Donc il y a 2 choses. Tu manges pas assez, imaginons, mais ça c'est un truc, c'est classique. Tu commences un régime de type crudivore, frugivore, donc tu consommes beaucoup de fruits, dans les fruits il y a beaucoup d'eau, donc finalement tu vas consommer, tu as l'impression d'avoir mangé beaucoup, alors en fait tu manges peu. Ok, donc à ce moment-là, tu es en sous-apport calorique, tu n'en as pas assez. Pas assez. Donc tu te mets à manger plus, ça c'est nickel, tu retrouves de l'énergie, tu te mets à pratiquer plus de sport, ça c'est excellent, vraiment excellent. Mais il y a un moment où tu dépasses tes besoins automatiquement. Et donc après on te dit, ah oui non mais tu peux manger autant que tu veux, ça se transformera en thermogénèse. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si tu as 3 stades. Stade 1, tu manges pas assez, tu n'as pas d'énergie, tu n'as rien, tu es tout mou et ainsi de suite. Ok, tu augmentes, commences à retrouver de l'énergie. Donc à ce moment-là, tu commences à faire du sport et tout, tu es bien. Par contre, si tu manges au-delà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas stocker. C'est aussi simple que ça. Effectivement, il y aura un petit peu de thermogénèse, mais elle est relativement limitée par rapport au stockage. Et tu vas prendre du poids. Ça, c'est obligatoire. Tout le reste, ce n'est que religion. Parce que à partir du moment où tu dépasses tes besoins caloriques, tu vas stocker, c'est automatique. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir suffisamment d'énergie pour arriver à mener une vie active. Ça, c'est clair. Et certaines personnes pêchent par sous-apport nutritionnel. C'est vrai, ça existe. C'est pas si fréquent, mais ça existe. De toute façon, si tu te poses la question, c'est simple. Augmente tes quantités caloriques et vois comment ça se passe. Si tu prends du poids, c'était que tu n'étais pas en sous-apport calorique. Si tu ne prends pas de poids, c'est que tu étais en sous-apport calorique. C'est aussi simple que ça. Pas compliqué la physiologie. Donc après, il faut que tu manges 2500 calories par jour, ça ne veut rien dire. Ça veut strictement rien dire dans la mesure où on ne connaît rien de ton assimilation, on ne connaît rien de ta digestion. Donc il ne faut pas que tu manges 2500 calories par jour, il faut que tu manges assez de manière à avoir l'énergie qui te convient pour faire l'activité physique qui te convient et ne pas prendre de poids. Donc c'est à toi de trouver des quantités. Tu vois un petit peu comment ça évolue. Mais toujours pareil, il faut asséner des messages en boucle pour se rassurer soi-même. Et puis, de toute façon, c'est simple. Quand on crée un dogme et une religion, après, on peut enrôler les gens. Donc, thermogénèse relativement limitée. Par contre, manger assez, vie. Mais, tu sais, ça c'est encore et toujours la même chose. C'est, on veut penser pour toi. Donc on veut penser pour toi, donc on te dit ce qu'il faut faire. Et puis on te dit, non mais les gens sont tellement perdus, il faut les aider. Il faut les aider. Il y a même quelqu'un qui m'a sorti récemment, mais on a fait une étude au niveau psychologique et on a montré que les gens ont besoin d'être guidés. C'est un besoin. Et là tout de suite j'ai dit à la personne, mais attends, c'est un besoin culturel ou naturel? Parce que moi je refuse que ça soit un besoin naturel. On n'a pas besoin d'être pris en charge par quelqu'un d'autre. Par contre c'est un besoin culturel parce que depuis notre plus tendre enfance, qu'est-ce qu'on a fait? On nous a dit tais-toi, écoute le professeur, écoute la personne qui sait. On nous a appris à obéir et à démissionner de notre responsabilité. Et donc après on dit oui mais les gens ont besoin d'être aidés, d'être accompagnés. Ils ne savent plus. Ouais, et est-ce que la solution c'est de continuer à les prendre pour des neuneux et leur dire vous êtes incapable de savoir? Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc c'est pour ça que moi dans ces vidéos je te dis, fie-toi à ton ressenti, essaye, augmente,
teste. Si ça marche pas, les gens qui me disent ah j'ai essayé de manger cru, j'ai froid et ainsi de suite. Puis j'ai dit essaye autre chose. Puis tu vas voir. Tu vas voir comment tu te sens. C'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas de se rebeller, de protester, de rendre l'autre responsable de nos échecs et de nos erreurs. L'autre n'est pas responsable de nos échecs et de nos erreurs. Ce qui est responsable de nos échecs et de nos erreurs, c'est nous-mêmes. Et puis l'erreur n'est jamais un problème. Au contraire, c'est un biais d'apprentissage absolument fabuleux. Vive l'erreur, vive l'échec, parce que c'est celui qui nous permet de grandir. Tant qu'on n'est pas dans l'erreur et dans l'échec, tant que l'autre nous prémunit contre l'erreur et l'échec, en prenant soin de nous, en disant mais moi je prends soin des gens, je leur dis ce qu'il faut faire pour ne pas qu'ils fassent d'erreur. Et attends, mais tu les prives de toute forme d'apprentissage. Tu crois que ça peut marcher? Ou que c'est malsain, ça comme approche. Et pourtant c'est drapé sous de très bons sentiments. Alors, produits sans gluten. Bonjour Thierry, bonjour à toute l'équipe de Régénère. Merci pour ta bonne humeur et ta gentillesse. Mais je ne suis pas gentil. J'ai acheté un Huron il y a 2 ans, influencé par mes amis crudivores. Comme toi, j'en suis arrivé à ne boire quasiment que des jus, puis sans repas le soir, et cela me convient. Oui, je ne bois pas que des jus. Là, tu vois, là par exemple, je jeûne. J'ai acheté un Huron à ma fille. J'ai aussi la chance pour... Ma fille continue cependant de vouloir... Alors, pardon, c'était une question de Pascal. Je suis désolé. Bonjour Pascal. Tu achètes... Alors, tu cites un magasin bio qui s'appelle « J'ai aussi la chance de pouvoir acheter les fruits et légumes bio à Morvan Bio, à Autun. Adresse que je recommande car ils sont pros en ce qui concerne les fruits et légumes, toujours frais et magnifiques, quel que soit le jour de la semaine. » Bravo les gens de Morvan Bio. Je vous remercie fabuleusement de participer à cette révolution fruitière. Que penses-tu du pain sans gluten? Les farines sans gluten encrassent-elles les intestins de la même façon que les autres? Alors, elle utilise de la farine de lupin, châtaigne, riz ou quinoa. Merci de répondre à ma question. Dans ma prochaine réponse, continue sans te laisser abattre par les critiques peu constructives. Oh non, t'inquiète, je ne me laisserai pas abattre. Au contraire, ça me renforce, ça me fait jubiler. J'aime bien ça. Donc, qu'est-ce que je pense du pain sans gluten? Alors, c'est le boulanger qui va te répondre. L'ex-boulanger sur le repentir. La caractéristique du pain, c'est de gonfler. Hein, ça gonfle un pain. Et pour que ça puisse gonfler, eh bien, il faut des longues chaînes élastiques, protéiques élastiques, hein, qui sont les chaînes de gluten. Un pain sans gluten, c'est une brique. Alors on va dire oui, on met du bicarbonate de soude, ça gonfle et ainsi de suite. Un pain sans gluten, ça reste une brique. Qu'est-ce que je pense des farines sans gluten? C'est des sucres complexes, c'est pas idéal. C'est pas catastrophique, c'est bon en temps de transition, mais c'est vraiment pas idéal. Tout ce qui est pseudo, céréales, quinoa, bon, lupin, ça va encore, c'est une légumineuse si je ne me trompe pas. Châtaigne, bon, la châtaigne, c'est un fruit là aussi. Ça va, c'est un pis-aller, mais franchement, en tant que tel, c'est pas bon un pain comme ça. Je suis désolé, mais c'est pas bon, c'est une brique. Il faut vraiment que nos goûts aient été complètement dénaturés pour préférer un truc desséché, déshydraté, sans eau, à un fruit juteux. C'est pas possible. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on nous a menés? Alors, qu'est-ce que je pense des pains sans gluten? C'est moins pire que les pains avec gluten. Je pense que la plupart du temps, c'est des briques. Alors, il faut voir, peut-être que ceux de Morvan Bio sont exceptionnels. À Autun. Si je passe par Autun, j'irai voir les pains de Morvan Bio. Mais sinon, pour moi, ça reste des briques. Ça reste la plupart du temps des sucres complexes qui demandent un fort travail enzymatique à l'organisme, qui va faire le lit des proliférations de candidats albicans parce qu'on va mal digérer ces sucres complexes. Pensez bien qu'on n'est pas fait pour fonctionner sur des sucres complexes. On est fait pour fonctionner sur des sucres simples et que c'est la logique même puisque c'est ceux que nous pouvons assimiler. Donc, moi, je vais te dire, plutôt que des pains sans gluten, complexes, dans lesquels il faut mettre du bicarbonate de soude pour faire lever, et ainsi de suite, moi, je préférerais à la limite faire des petites crêpes. Tu fais des petites galettes de sarrasin, de farine de châtaigne, de farine de riz, des choses comme ça. Au moins, tu les fais à la maison, tu les fais régulièrement. C'est pas un problème, le pain sans gluten. Hein. Je veux dire, on va pas en faire tout un pataquès. Si tout le monde déjà mangeait du pain sans gluten plutôt que ces espèces de baguettes affreuses remplies d'additifs, remplies de levure, hein, et remplies de blé, ça serait déjà beaucoup mieux. Mais il reste pas mal de problèmes avec ça. Question sur les reins. C'est une question de Nicolas. Bonjour.
Au passage, je voudrais vous faire part de ma réussite d'élimination d'un calcul biliaire d'1 cm avec le mélange Diacol et les jus astringents. Magnifique, il reste à soigner l'inflammation de la vésicule qui restait encore légèrement douloureuse. Mais oui, quand je te dis qu'avec le mélange Diacol, l'ABC de la nature, hein, et avec des jus astringents, bien sûr que ça sort. On n'a pas obligatoirement besoin de suivre le protocole du Dr Clark. On a l'impression que pour évacuer des calculs biliaires, il faut en passer par le protocole d'élimination du Dr Clark. C'est un protocole qui est intéressant, mais force est de constater qu'il y a d'autres voies pour éliminer des calculs biliaires. Simplement l'activation du foie. Pour éliminer les calculs biliaires, il faut que le foie crache. Et en utilisant des plantes astringentes, des plantes comme le chardon-marie, comme l'artichaut, comme le desmodium, comme le diacol, ce mélange qui est excellent moi pour ça, eh bien, effectivement, on draine toutes les voies hépatobiliaires. Ma question serait plus en rapport aux reins, qui chez moi doivent être faibles, avec dans le passé des calculs rénaux et marque bleue sous les yeux qui persiste encore maintenant. Ouais, marque bleue égale faiblesse rénale. J'aimerais savoir, en dehors du mélange rein et rate de chez ABC de la nature que je prends depuis 1 an et demi, si vous pourriez me conseiller quelques jus, quelques plantes pour soutenir les reins qui ont de la difficulté à se régénérer pour moi. Alors, toujours pareil, hop, on se cale un petit peu. Au niveau des reins, il faut bien arriver à comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne. Est-ce que c'est le rein en lui-même ? Ou est-ce que c'est l'activation du rein par les glandes surrénales? Et si elles sont surrénales, c'est qu'elles chapeautent les reins. Or, elles configurent, elles déterminent tout le fonctionnement des reins. Si tu as pris pendant 1 an et demi du mélange rein et rate, que tu as une alimentation de type frugivore globalement, tes reins auraient dû se retaper. S'ils ne se retapent pas, c'est que tu es en épuisement et que tu as une faiblesse au niveau des surrénales et que ce n'est pas la peine d'aller taper dans les reins, mais plutôt dans les surrénales. Après, des jus, des produits pour les reins, bah oui, il y en a. Le jus de persil est excellent pour les reins, le jus de pastèque avec la peau, même si ce n'est pas garanti dans les extracteurs, tu la coupes très finement, et le jus de pastèque est excellent, le jus de persil aussi est excellent, attention, il est fluidifiant sanguin, donc pour les femmes avant les règles c'est à limiter un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après, tu as les infusions de genévrier, de baies de genévrier, de racines de persil, d'ortie. L'ortie aussi pour les reins en jus est excellente. Donc ça va être excellent pour les reins. Mais bon, si tu prends le mélange rein et rate depuis 1 an et demi, si tu as un régime de type frugivore et que ça ne décolle pas, c'est pas les reins qu'il faut aller voir, c'est l'activation nerveuse des reins par les glandes surrénales, de mon avis. Et en plus, quand il y a les marques bleues, c'est toujours les reins à cause des surrénales. D'ailleurs, c'est pour ça que les enfants ont les marques bleues là sous les yeux. Jeûne et tachycardie. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry, j'ai décidé de faire un jeûne, donc c'est Brigitte qui m'écrit. J'ai décidé de faire un petit jeûne de 3 jours à la maison, super idée. Alors le premier jour, migraine terrible, douleur foie et nausée. Alors ça démarre dès le premier jour, ça veut dire charge toxique, mouse costaud. Nausée, ça veut dire que ton foie déjà... il sature. Pensez bien, nausée égale saturation du foie. Le foie est toujours l'organe à soutenir en premier quand on lance une cure de détoxination. Et je pense particulièrement aux personnes aussi qui ont vécu des chimiothérapies et qui commencent à avoir des nausées à répétition. Ça signale juste que votre foie est en train de lâcher. Il faut soutenir votre foie à tout prix. Quand tu commences à jeûner, que dès le premier jour tu as des nausées, des migraines et tout, ça veut dire que la charge toxique est très très forte. Donc peut-être qu'il faut déjà pas dépasser une journée, ça suffit, c'est déjà pas mal. Voire même peut-être faire qu'un seul repas par jour dans un premier temps, parce que la charge toxique est importante et tu vas saturer rapidement ton foie et ton système émonctoriel et ça va mal se passer. Tu risques d'avoir tu vois, des migraines, tachycardie et ainsi de suite. Migraine, douleur, foie et nausée. Rien de bien méchant et supportable pour moi. Le deuxième jour, au réveil, mon cœur qui bat la chamade. Eh oui, tachycardie. Tachycardie, ça veut obligatoirement dire relâchage toxique énorme dans le corps qui n'arrive pas à gérer. C'est-à-dire que les produits toxiques restent dans le sang. Le cœur n'arrive, le foie n'arrive plus à les éliminer. Donc il y avait eu les nausées d'abord. Nausée égale saturation du foie. Le lendemain, tachycardie. C'est que le foie n'y arrive plus. Il y a énormément de produits toxiques qui restent dans le sang. Et là, c'est tout le système qui s'affole. Donc là, il faut arrêter le jeûne. Je décide donc d'arrêter mon jeûne avec une grappe de raisin vers 10 h et après un jus d'orange. Ça va un peu mieux. Et beaucoup mieux après que j'ai mangé. Je précise que j'ai 55 ans et je pèse 44 kg pour 1m60. J'ai un cancer du sein que je soigne avec force jus vert et fruits et légumes crus et cuits. Petit problème, il m'arrive de craquer pour pizza, gâteau, plat préparé quelquefois. Quelquefois. Le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? Il faudrait qu'on arrête de penser en termes d'échec, mais plutôt en termes de succès.
Si 90% du temps tu manges des fruits et des légumes et 10% tu manges des pizzas, ben, célèbre les 90% du temps où tu manges des fruits et des légumes. C'est déjà excellent, vraiment excellent. Alors, je ne suis pas fier de moi, tu peux être fier de toi, parce que tu manges la plupart du temps des fruits et des légumes et c'est excellent. Car je voudrais soigner mon cancer et c'est pour ça que je voulais faire le jeûne pour détoxiner mon corps. Mais si j'ai le palpitant qui s'emballe comme ça, enfin je réessayerai, mais qu'en penses-tu? Pourquoi ce cœur qui bat à 110 à l'heure? Tellement qu'on dirait que je vais crever. Alors, Brigitte, effectivement, tu as un cancer du sein. Au vu des réactions que tu as dès le premier jour de jeûne, ça signifie que la charge toxique est très importante dans ton corps. Donc moi, ce que je ferais, si j'étais à ta place, plutôt que de me lancer dans un jeûne de 3 jours que pour l'instant je ne peux pas encaisser, parce que tachycardie égale signal important qu'il faut arrêter le jeûne, là on se met en risque, vraiment, c'est que la toxicité du sang est en train d'augmenter à toute vitesse, parce que le foie n'assure pas son travail. Premièrement, je soutiendrai mon foie à toc, avant, pendant, après le jeûne, tout le temps. Avec le mélange Diacol, avec des jus contenant de la betterave, avec des jus contenant du curcuma, par exemple, betterave, curcuma, orange, excellent jus pour le foie. Avec de l'artichaut, un peu d'artichaut dans les jus, très amer, hein. Mais bon, c'est parce que c'est amer que c'est actif. Bon, on va plutôt prendre le jus de betterave. Donc soutenir mon foie tout le temps, parce que tu sais que ça va être ça le facteur limitant qui va t'empêcher d'aller plus loin dans le jeûne. Et commencer par une approche plus douce. Par exemple, jus la journée et repas le soir. Ou juste un repas par jour. Ça va être déjà largement suffisant. Sauf que voilà ce que ça t'indique. Ça t'indique ton cancer du sein, il n'est pas là pour rien. Parce qu'il y a une charge toxique dans ton corps qui est importante. Donc réjouis-toi, il y a une bonne raison à ton cancer du sein. Il y a une charge toxique importante. Tu fais ce qu'il faut pour l'éliminer. Par contre, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Là, actuellement, quand tu lances un jeûne, ça va trop vite. Par contre, tu n'as pas le choix. Il faut y aller. Il faut y aller parce que la charge toxique, elle est bel et bien présente. Le simple fait que tu ne puisses pas jeûner plus d'une journée indique que la charge toxique est très, très, très importante. Il faut y aller plus progressivement et soutenir le foie. Voilà mon meilleur conseil dans ce cas-là. Et bon courage, Brigitte. Mais pense en termes de succès. Si 90% du temps tu manges des fruits et des légumes et 10% du temps tu manges des pizzas et ainsi de suite, célèbre les 90% du temps. Question de Rosalie. Merci à toi. Je vous remercie à chaque fois. Je ne lis pas le passage où on me dit merci et tout, mais je vous remercie, ça me touche énormément. Et j'élargis ces merci à toute l'équipe qui m'accompagne, à mon épouse et à tous les gens qui me soutiennent, à tous les amis qui me soutiennent pour ça. Pourrais-tu être plus clair sur le fait de consommer du beurre cru, sachant que ce sont des produits laitiers? Tu le dis, reconstructeur des parois intestinales, et pourtant, il reste acidifiant pour le corps. Alors, soyons clairs, j'ai dit que pour reconstruire une muqueuse intestinale, il faut des acides gras. Et les acides gras, pour moi, le plus large possible, l'éventail le plus large possible. Pour les personnes qui n'ont pas fait le choix éthique de ne pas consommer de produits animaux, ou qui ont fait comment on pourrait dire ça sans négatif, qui ont choisi de consommer des produits animaux, j'ai parlé du beurre cru. Oui, parce qu'il me semble que plus on a une palette élargie d'apports de matières grasses, des graisses saturées, insaturées, des chaînes moyennes, courtes, longues, plus on a de chances de réparer cette muqueuse intestinale. Le beurre cru me paraît, physiologiquement parlant, et je ne parle pas au niveau éthique, tout doux, respire, je ne parle pas au niveau éthique, le beurre cru me paraît une approche qui est intéressante. Le beurre cru n'est pas acidifiant, parce que qu'est-ce qui est acidifiant dans notre alimentation? Ce sont les produits qui contiennent d'abord et avant tout des acides aminés. Le soufre, qui constitue la base des protéines. Les protéines sont acidifiantes. Carbone, hydrogène, oxygène, les graisses ne sont pas acidifiantes. Le beurre cru n'est pas acidifiant. C'est un produit laitier, oui, mais c'est la fraction grasse des produits laitiers. Il n'y a plus de caséine dedans, il n'y a plus de protéines dedans. Donc, c'est pas acidifiant, non. S'il est cru, c'est encore mieux, effectivement. Ça contient des acides gras uniquement, donc du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, comme les sucres, carbone, hydrogène, oxygène. Et bon matériau, je pense. Après, il faudra aller demander à la vache ce qu'elle en pense, ça, je suis d'accord avec vous. Mais dans l'absolu, ce n'est pas acidifiant. Question de Mounia. Bonjour Thierry, je suis une nouvelle inscrite. Super, bienvenue à toi. Je voulais savoir si tu pouvais faire une vidéo sur la controverse des vaccins. Mais non, il y en a d'autres.
Il y en a d'autres qui en ont fait. Il y en a plein qui en ont fait sur les vaccins. Je n'ai pas besoin de vous dire tout l'amour que j'ai pour les vaccins. Puis en France, si tu parles des vaccins, tout de suite, tu te fais canarder. Donc je ne vais pas aller me faire canarder, vous n'avez pas besoin de moi. Les effets secondaires. Comment se détoxifier et les conséquences. Pression pharmaceutique, etc. Merci d'avance, j'adhère beaucoup à tes opinions et vous soutiens toute l'équipe. Je viens de Suisse et malheureusement je ne peux pas commander les articles de la boutique Régénère. Y a-t-il une solution? Ouais, te faire livrer en France à la frontière. Parce que les douanes suisses, compliqué. Compliqué. Vous n'êtes pas cool aux douanes en Suisse. J'aime beaucoup les Suisses, hein, et j'aime beaucoup les douanes suisses d'ailleurs. Je les bediche, mais c'est compliqué de faire passer la douane. Il y a énormément de taxes et tout, donc tu peux te le faire livrer en France juste de l'autre côté de la frontière. La controverse des vaccins. Mais il n'y a pas de controverse des vaccins. Il n'y a strictement pas de controverse des vaccins. Il n'y a aucune raison au vaccin. Il y a une prise de risque maximale au vaccin. Tu joues à la roulette russe quand tu fais des vaccins. On sait très bien maintenant que énormément de cas d'autisme, par exemple chez les enfants, sont liés à des vaccins. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, tout ce qui rentre dans ton corps passe par deux filtres. Le premier, c'est la barrière bactérienne qui est présente à la surface de la peau, à la surface des bronches, à la surface des intestins, à la surface de toutes les muqueuses. Et ces bactéries, elles chélatent les matériaux. Elles font rentrer juste ce qui est nécessaire. Elles transforment. Elles utilisent et elles transforment. Ça, c'est le rôle des bactéries. Et après, il y a nos muqueuses qui jouent un rôle de filtre aussi. Quand tu injectes quelque chose directement dans le sang, tu passes au travers de ces deux filtres. Donc hop, tu dis hop, moi les filtres, je ne veux pas en entendre parler. Donc le corps n'a plus les moyens de se défendre avec ses premiers moyens de défense et qui sont les plus importants. Ensuite, quand on injecte des souches virales, en fait on ne sait pas ce qu'on injecte. On ne sait pas. On sait qu'on a cultivé un certain virus, hein, mais on sait qu'il y a énormément de bactéries qui vont avec, on sait qu'il y a énormément de produits adjuvants qui vont avec, on ne sait absolument pas ce qu'on t'injecte. Hein. Donc, deuxième prise de risque. Hein. On s'injecte dans le sang à peu près n'importe quoi. Et après, on va se moquer des junkies qui s'injectent de l'héroïne en disant ah, on ne sait pas ce qu'ils s'injectent, mais là, c'est exactement pareil. Troisième chose, la théorie vaccinale ne repose sur rien. Elle n'a jamais été prouvée. Elle n'a jamais été prouvée, la théorie vaccinale. L'idée selon laquelle, finalement, on s'immuniserait contre des maladies en employant des virus, elle est complètement fallacieuse dans la mesure où le rôle du virus dans l'organisme, c'est d'apporter à un moment donné un programme génétique particulier. Il a une fonction dans l'organisme, hein, mais pas à n'importe quel moment. Il apparaît dans une histoire, dans l'histoire d'un individu. Un virus, il passe, il réalise son nettoyage, sa fonction, il apporte son fragment d'information et ensuite il repart. On appelle ça la théorie du virus utile. C'est pas de la théorie à Casas Noas, hein. C'est de la théorie qui est quand même partagée par pas mal de chercheurs dans le monde maintenant, hein, et qui dit que finalement mais le virus a une fonction. Comme tout ce qui est dans la nature a une fonction, le virus a une fonction dans le corps humain. Et que cette fonction, il s'agit de lui laisser l'effectuer au moment où il veut l'effectuer. Qu'est-ce qu'on fait quand on se vaccine? On s'expose à un virus à un moment où le corps n'en veut pas. On l'y expose sans lui donner le choix de le prendre ou de ne pas le prendre, puisqu'on passe directement dans le sang. Et on injecte avec le virus énormément d'autres souches bactériennes, pathogènes plus ou moins, de l'aluminium, du mercure et autres assaisonnements de la sorte, dont on ne sait strictement rien des influences dans le corps. Et ce que je sais, c'est qu'il y a énormément d'accidents liés à la vaccination. Alors, quel intérêt à la vaccination? Aucun. Donc il n'y a pas de controverse sur la vaccination. La vaccination est une formidable arnaque. Et la plus grosse arnaque, c'est de maintenant nous sortir un discours, parce qu'on sait très bien hein, que les yang, c'est en train de se réveiller. Les yang qu'on avait essayé de maintenir dans un abrutissement total avec un système éducatif qui conduisait à l'assujettissement et à l'hétéronomie, petit clin d'œil à Sylvain et Mathilde, et ben, ce système éducatif, ben, les gens, malgré tout, les yang se réveillent. Hein, et ils commencent à penser par eux-mêmes. Ils critiquent le gouvernement. Ils critiquent les autorités sanitaires. Les autorités sanitaires. Mais qui c'est qui les a appelées les autorités sanitaires? Elles se sont auto-proclamées autorités. Eh mais une autorité, c'est pas toi qui te la donne ton autorité. Hein. Elle t'est donnée ton autorité. Et là, à titre personnel, je voudrais bien interviewer beaucoup de monde autour de moi pour savoir s'ils donnent le titre d'autorité aux autorités sanitaires. Bon. Et donc ils pensent par eux-mêmes, les gens. Donc qu'est-ce qu'on envoie? On envoie les bien-pensants du système, c'est-à-dire des gens qui sont juste un peu à la marge, mais pas trop, hein, qui sont acceptables par le système, qui viennent dire « oulala, les vaccins, oui c'est dangereux ». Il y en a certains qui sont dangereux. Pas tous, bien sûr. Non, ne soyons pas extrêmes. Ne soyons pas extrêmes. On ne va pas rejeter tous les vaccins. Non, mais écoutez, vous n'y pensez pas. Non, soyons réalistes. Non.
on a un discours sérieux. Écoutez, moi je suis médecin, je peux vous dire que les vaccins sont utiles. Par contre, il y en a effectivement qui sont dangereux, et cela, il faut s'en prémunir. Ça, c'est vrai, et je pense qu'il est de ma responsabilité de monter au créneau pour dire que certains vaccins, c'est mal. Mais par contre, la plupart sont bien. Voilà ce qui se fait. Voilà ce qui se fait. On te récupère. C'est l'agriculture raisonnée. Pareil, c'est toujours pareil. Grosse arnaque en perspective. Donc il n'y a pas de controverse. Il y a zéro controverse. Se faire injecter un produit dont tu ne sais rien dans les veines, c'est se mettre en position de grande fragilité. S'exposer à des souches virales à un moment où le corps n'en veut pas, c'est se mettre en position de grande fragilité. Et il suffit juste de voir la prévalence des autismes, des troubles du développement chez les enfants, suite à des vaccinations. Donc, est-ce que tu veux jouer à la roulette russe ou pas? Et c'est ça qu'on fait. Ah, les vaccins ont sauvé des vies, hein, prouvez-le. Alors, question de Iman. Bonjour Thierry. J'ai commencé à te suivre depuis 2012. Et à ce moment-là, je me faisais des études d'ingénieur avec 2 enfants. Le régime cru m'a beaucoup aidé pour surmonter tout le stress que je pouvais vivre à cette époque. Super. Depuis, j'ai décroché mon diplôme avec mention. J'avais alors 30 ans. Super. Suite à ça, mon mari et moi, nous avons décidé de refaire un autre enfant. Au bout d'une année, j'ai réussi à être enceinte et au bout de 3 semaines, j'ai fait une fausse couche. C'était ma première. Nous n'avons pas désespéré, nous avons voulu garder espoir. Alors depuis le mois de juillet de cette année, je suis enceinte et c'était des jumeaux. Hier, le gynécologue m'a dit que le fœtus ne se développait plus. Donc ça sera ma 2e fausse couche, pas cool, dans la même année. Je suis très dérouté, je ne comprends plus rien. De plus, mes parents sautent sur cette occasion pour me culpabiliser en me disant que c'est le régime alimentaire qui a causé ça, chose que je réfute fortement. Bah, ils peuvent le dire. Et toi, tu peux le réfuter. On n'en sait strictement rien. On n'en sait strictement rien. C'est peut-être le régime alimentaire, s'il est carencé. Est-ce que tu as un régime alimentaire qui est carencé? Est-ce que tu te sous-nourris actuellement? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas ton régime alimentaire. Pourrais-tu me donner une idée de la cause des fausses couches répétitives? Car mon médecin ne veut pas se prononcer. Il dit qu'il ne sait pas. Moi, je trouve que ce n'est pas une coïncidence d'en avoir 2 sur la même année. Non, ce n'est pas une coïncidence. Non, ce n'est pas une coïncidence, puis c'est pas rock'n'roll du tout. J'imagine la douleur que ça peut représenter. Moi, je vais te dire, pourquoi est-ce qu'il y a fausse couche? Il y a fausse couche parce qu'il y a acidité du milieu intra-utérin. Pour que l'enfant se développe normalement, il faut que l'utérus soit un pH de 8,2, 8,3. S'il ne se développe pas normalement et s'il est évacué, c'est que ces conditions ne sont pas remplies. C'était ça le mot. C'est que ces conditions ne sont pas remplies. Alors, si tu as une alimentation qui t'apporte force, fruits et légumes, c'est une alimentation qui va t'apporter tous les éléments qu'il faut pour alcaliniser tout ton corps, y compris les milieux utérins. Moi, ce que je me dis, c'est que tu me dis que tu es passé il y a 2 ans à un régime frugivore parce que tu étais en période de gros stress, lié à ton diplôme d'ingénieur. Il est possible que cette période-là t'ait épuisé et conduit à une acidification massive du corps et que tu en payes le prix encore actuellement. Moi, je pense que c'est une forte possibilité. Tu vois, la nourriture, c'est toujours pareil. Quand tu vas changer d'alimentation, si tu as le moindre problème, ça va être l'alimentation. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout de suite, ah, c'est l'alimentation. Oh, tu as un accident de voiture, hop, c'est ton alimentation. Ah, non, mais tu comprends. T'es sûr? Ah non, je t'assure, c'est ton alimentation. Là. Les bananes sont bien connues pour causer beaucoup plus d'accidents de la route. Je t'assure, il y a des études. Il y a des études. Là, c'est exactement pareil. S'il y a fausse couche, c'est qu'il y a milieu intra-utérin qui n'est pas assez alcalin. Alors, pourquoi? Je pense que une piste, ça serait que le stress induit par ces années d'études a fortement acidifié ton corps. Et il s'agit de désacidifier tout ça. Alors, au-delà de l'alimentation qui va t'apporter énormément d'éléments minéraux, pour moi, il y a vraiment un moyen de nettoyer le milieu intra-utérin, c'est le jeûne. Les gens qui étaient en stage, petit clin d'œil aux gens qui étaient en stage avec moi à Lyon, parce que, enfin au nord de Lyon, là, à Bruaille, il y avait un petit gag, tous les jours, on regardait à partir de quand je parlais du jeûne, parce que j'étais bien à fond là-dessus, et donc là, ça fait quoi, 3/4 d'heure de vidéo à peu près, donc j'ai le droit de parler du jeûne, j'en ai pas encore parlé. Mais pour nettoyer un milieu intra-utérin, pour préparer un accouchement, le jeûne, c'est le meilleur moyen de nettoyer de façon massive tout ton milieu intérieur et en particulier le milieu utérin. Et les cataplasmes d'huile de ricin, jeûne, cataplasme d'huile de ricin, cataplasme d'huile de ricin, jeûne. Pour moi, c'est la recette absolue.
Si j'étais à ta place, je me ferais 2 ou 3 petits jeûnes, hein, je me ferais des cataplasmes quotidiens d'huile de ricin, j'attendrai quelques mois en faisant ce programme-là et je recommencerai. Et ça risque de changer les choses. Et entre nous, soit dit, tu pourras entraîner ton mari avec toi, parce qu'il n'y a pas de raison de faire. Le mec qui dit, oui alors les femmes donnent le milieu bactérien aux enfants, c'est les femmes qui portent les enfants, elles donnent leurs minéraux. Chérie, c'est ta responsabilité. Je te propose de jeûner pendant que je vais manger ces délicieuses mangues. Oh, c'est dur. Oh, non, mais je suis solidaire avec toi. Comprends, ma chérie, je suis solidaire. D'ailleurs, je mange ces mangues pour éviter qu'elles se perdent. Je suis solidaire. Non, 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 le mari, il a quelque chose à faire parce que la qualité du sperme aussi, elle est en jeu. Allez hop, jeûne pour tout le monde. Jeûne pour tout le monde. Bon, pas qu'à ta place d'huile de ricin sur les testicules, ça c'est plus limite et c'est plus compliqué techniquement. Mais jeûne pour tout le monde et la qualité du sperme va aussi s'en retrouver améliorée. Donc moi je pense plus au stress. Impatience. Qui c'est qui est impatient? Karine. Bonjour, j'ai décidé de réformer mon alimentation et de stopper mes médicaments. J'en suis à ma 2e séance d'irrigation du côlon. Super. J'ai mis progressivement fin à ma prise de tramadol. Je suis en train d'arrêter les antidépresseurs et j'ai arrêté le Stilnox. Ouh là, c'est gros là. Je prends pour remplacer de la mélatonine et ça m'aide un peu. Le problème est que j'ai des impatiences dans les jambes en endormissement ou en pleine nuit. Ça se manifeste par une lourdeur dans les jambes et un besoin de les secouer et de les mettre en l'air pour que ça se calme. J'ai essayé l'homéopathie mais ça ne m'aide pas. Je suis donc obligé, pour avoir un peu après la paix, de prendre Trivastal, c'est un anti-Parkinson, qu'un neurologue m'avait prescrit. Apparemment, je ne suis pas malade des nerfs. Pouvez-vous m'aider car c'est très pénible, d'autant plus que le seul moyen de me calmer la nuit est de manger. Ah ah, intéressant. Tu vois, regarde, c'est intéressant. Le moyen de calmer les impatiences, c'est de manger. Le moyen de calmer les impatiences, c'est d'agiter les jambes. Alors, on pense à quoi? Agiter les jambes, activer le système lymphatique, hein, le système de drainage qui va ramener les produits toxiques. Manger, ben, c'est couper la détoxination. Pourquoi est-ce que les impatiences apparaissent pendant la nuit? Parce que les impatiences correspondent à une stagnation de toxines au niveau des jambes. Pourquoi? Parce que souvent, il y a un retour. Hein, il faut remonter les produits toxiques via le système lymphatique et le système sanguin. Hein, et il faut les remonter jusqu'aux organes d'élimination et de traitement. Et que, il faut lutter contre la gravité. Et quand on est fatigué, ça ne marche pas. Donc, pourquoi ça se passe la nuit? Parce que c'est la période de détoxination majeure dans l'organisme, parce qu'on n'est pas en mouvement, donc il y a moins d'activation du système lymphatique. En mangeant, tu arrêtes, tu coupes la détoxination, c'est logique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des impatiences dans les jambes? La première des choses, déjà favoriser le retour veineux pendant la nuit. Bon, première des choses. Favoriser le drainage des jambes, c'est-à-dire que pendant la journée, utiliser ses jambes, marcher, courir, se déplacer, multiplier les déplacements de manière à accélérer le nettoyage lymphatique, ça en permanence, ce qui fait que la nuit, on arrivera moins rapidement au phénomène de saturation. Deuxièmement, tu peux relever légèrement les pieds de ton lit, à l'arrière, enfin les pieds au niveau de tes pieds, les 2 pieds de ton lit, les relever légèrement de manière à favoriser le retour depuis les pieds jusqu'à la tête. En plus, tu favoriseras la microcirculation cérébrale, ça c'est excellent. Ensuite, il y a des plantes qui vont vraiment bien aider. Tu as un mélange qui s'appelle cerveau et système nerveux, par exemple chez ABC La Nature, qui est excellent, parce qu'il contient du ginkgo, du gotu-kola et du piment de Cayenne, ce qui favorise la microcirculation dans tout le corps et le retour. Tu as le mélange nymphe, que je prendrai sans hésiter. Je me ferai même moi une huile de massage avec un petit peu de cayenne, un petit peu de piment de Cayenne, un petit peu de piment de Cayenne et un petit peu d'ail, spécial au lit, ça dépend avec qui tu partages tes nuits, vous en mettez tous les deux, hein, mais tu te frictionnes un petit peu les jambes avec ça, ça va favoriser la microcirculation. Ensuite, tu peux utiliser aussi, avant d'aller te coucher, une alternance de chaud et de froid sur les jambes, qui va là aussi favoriser la microcirculation. Mais ma meilleure recommandation, ça serait de favoriser le drainage lymphatique avec des mélanges de plantes pour la lymphe, par exemple comme celui qui est chez ABC de la Nature, de faire des successions chaud-froid avant d'aller te coucher, de faire peut-être un peu travailler tes jambes avant d'aller te coucher. Tu vois, par exemple, tu te fais des pédalos comme ça, tu vois, le soir avant d'aller te coucher, tu te mets dans ton lit, puis tu pédales comme ça. Hein, ça te fera les abdos en plus, puis tu pédales en l'air, comme ça, tranquillement dans ton lit, spécial, avec l'huile de piment et d'ail, ça va rajouter un petit peu
au côté glamour de la chose, et tu comprends bien que ces impatiences sont liées simplement à une stagnation de toxines. Donc premièrement, modifier son régime alimentaire de manière à ce qu'il y ait moins de toxines, drainer, 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 favoriser le fonctionnement des émonctoires, toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Si vous avez une réaction qui s'arrête parce que vous mangez, dites-vous que c'est une réaction d'élimination, obligatoirement, en fait de détoxification, obligatoirement. Donc voilà, j'espère que ça saura t'aider. Allez, il nous reste quelques minutes et il nous reste... Où la question? J'ai tout fait. Une question d'Indiana. Bonjour Thierry, je viens de regarder avec une attention particulière ta dernière vidéo. J'ai 43 ans et des problèmes de thyroïde fluctuants depuis plus de 20 ans, liés à mes 5 grossesses. Depuis que j'ai découvert tes vidéos, il y a plus de 2 ans, j'ai tout fait. 4 points d'exclamation. Plante ABC, lavement, irrigation, psyllium, jeûne de 6 jours, jeûne intermittent en ce moment, cure de jus, évidemment suppression du gluten, des produits laitiers, du tabac et du café, eau de Quinton, presque plus de cuisson à la vapeur ou alors vapeur douce. Coucher tôt, sport, cette année Qigong, réflexo très régulièrement. J'ai même pris des mélanges anti-perméabilité de Nutergia. J'ai aussi fait des hammams et des cataplasmes d'huile de ricin. J'ai fait une détox aux métaux lourds et une du foie. J'ai depuis très longtemps un côlon irritable et je n'ai plus aucun problème digestif. Super. Je respire mieux, mais depuis 2 ans, j'ai un écoulement nasal postérieur chaque minute et je n'en peux plus. J'envisage une cure, mais je n'ai ni temps ni argent. Ma thyroïde ne semble pas appréciée non plus car en ce moment j'ai des bouffées de chaleur épouvantables jour et nuit qui me réveillent. Je suis toujours très fatigué et je me demande quoi faire de plus. Je vais globalement beaucoup mieux, mais je suis jeune, j'ai toujours mangé beaucoup de fruits et de légumes. Comment se fait-il que ce soit si long? Comment se fait-il que ce soit si long? Je comprends ton ras-le-bol. Bon, en même temps, je vais te dire, un programme fait de hammam et ainsi de suite, au moins pendant 2 ans, c'est mieux que de se bouffer des gélules. Déjà, tu t'es fait du bien. Bon, blague à part, Indiana. Comment se fait-il que ça soit si long? Il y a 2 possibilités pour expliquer cela. Premièrement, toujours pareil. Quand on prend une personne, on voit une personne, on ne peut pas juger de son état d'épuisement et de congestion à ses symptômes. Les symptômes sont le pire des moyens, parce que, au contraire, plus on fait de symptômes et moins on est congestionné. Hein, plus tu es malade, plus tu vas bien, je te renvoie vers cette vidéo. Donc plus tu fais de symptômes, moins tu es congestionné. Donc il est difficile de juger de l'état de congestion d'une personne. Il est surtout difficile de juger de l'état d'épuisement d'une personne. Et souvent je donne cet exemple dans mes cours, bon, mais si tu as une bouteille qui est pleine, est-ce que tu es à ce niveau-là? Pour être parfaitement en fonction, il faut être à ce niveau-là. Est-ce que tu es à ce niveau-là? Est-ce que tu démarres à ce niveau-là? Est-ce que tu démarres à ce niveau-là? C'est très difficile à savoir. Tes symptômes ne vont pas te l'indiquer. Ton énergie au quotidien ne va pas te l'indiquer. Parce que l'énergie, on la contraint énormément au mental. Bon, je suis quelqu'un qui est globalement fatigué et je fais tout au mental, au forceps. Le petit bras comme ça. Hein. Et je tiens beaucoup grâce à la force du mental. Donc, on a peu de moyens de savoir quel est ton réel état d'épuisement. Ta tension peut en dire quelque chose. Si tu as une tension qui est de 9,6 par exemple, pas bon ça, pas bon. Là, ça commence à être vraiment craignos si tu es vraiment épuisé. Donc, première des raisons, comment se fait-il que ce soit si long? On ne connaît pas ton état de départ. Deuxième explication possible, tu as mis en place ce qu'il fallait sur le plan alimentaire, sur le plan nettoyage intestinal, sur le plan... Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas des facteurs de pollution dans ta vie qui seraient autres que ces facteurs-là? Ça, c'est la question que je pose toujours. Quand tout a été essayé, en fait, tout n'a pas été essayé. Alors, quels peuvent être les autres facteurs de pollution dans la vie? Il peut y avoir les facteurs environnementaux, pollution électromagnétique, pollution électrique. Tu m'as dit que tu as fait une détoxification du foie et des métaux lourds. Donc ça, normalement, tu as dû le régler. Pollution électromagnétique et pollution électrique. Je pense à ça parce que j'avais encore, il y a peu de temps, quelqu'un au téléphone et qui me disait qu'il avait un gros problème au niveau de sa gorge et qu'il mangeait cru depuis 3 ans et ainsi de suite. Et puis bon, lui aussi, il faisait tout bien. Et pourtant, la grosseur, le kyste au niveau de sa gorge, il continue à augmenter. Alors, comment ça se fait quoi? Ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ainsi de suite. C'est quoi cette arnaque? Puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais t'aurais pas, là, dans ce que tu me racontes, là, c'est pas possible. T'aurais pas une antenne relais pas loin de chez toi et tout? Et il me dit, il y a une antenne relais à 200 mètres de chez moi. J'ai dit, casse-toi. Casse-toi. Est-ce que c'est ta maison, elle est chez toi? Non, non, elle est louée. Casse-toi. Sauve ta vie, sauve ta peau. Là, tu es en train de mourir. Parce que c'est pas normal qu'un kyste continue à se développer alors que tu manges cru, hygiéniste et que tu as un mode de vie qui est relativement posé, calme, qui ne fait pas la place au stress. Donc dans ton cas, je te dirais, est-ce qu'il n'y a pas un facteur de pollution de ce type-là dans ton environnement? À voir. Deuxièmement, autre type de pollution, la pollution émotionnelle. Il ne faut pas le nier. Souvent, j'insiste pour montrer à quel point le corps
influencent les émotions, mais il y a aussi des émotions qui influencent le corps. Je veux dire, les deux, ça fonctionne dans les deux sens. Il ne faudrait pas caricaturer mon discours. J'ai tendance à insister sur l'influence du corps, sur les émotions, parce qu'on a eu tendance jusqu'à présent à plutôt insister dans l'autre sens, mais il ne faut pas négliger l'influence des émotions sur le corps. Et les émotions, ça crée du stress. Le stress, c'est acidifiant. Ça crée de l'acidité dans l'organisme directement. Donc voilà, moi, les deux pistes, comment ça se fait que ça met autant de temps? Pollution environnementale, pollution émotionnelle. Pollution émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Colère rentrée, absence de pardon. Absence de repentir. C'est souvent ça. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas sorti, qu'on garde pour soi, qui nous bouffe de l'intérieur. Une colère nous bouffe de l'intérieur et nous acidifie bien plus qu'une pizza. Hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et quelque part, j'ai toujours dit, il est très difficile de sortir de ces schémas émotionnels. Par contre, notre responsabilité, c'est déjà de ne pas les nourrir. C'est-à-dire de ne pas les accepter, de ne pas les justifier, de ne pas les entretenir. On dit bien nourrir une colère, nourrir une absence de pardon. Ben, ça, c'est ça. C'est on se justifie. On dit oui, ah mais j'ai raison de faire ça, j'ai raison de penser ça parce qu'il m'a fait ça, il m'a fait ceci, il a dit ceci sur moi, il m'a fait cela à telle époque, ma mère m'a fait ceci, mon père m'a fait ceci, mon m'a fait ceci, mon chien m'a fait ceci, et ainsi de suite. Ouais, mais on n'est jamais justifiable de nos attitudes. C'est-à-dire, quel que soit ce que nous a fait l'autre, rien ne justifie une autre réaction que l'amour vis-à-vis de lui. Rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas justifier de la colère, de l'agressivité vis-à-vis de l'autre sous prétexte que l'autre a voulu nous molester, nous violenter, quoi. C'est pas justifiable. Pas justifiable, il n'y a pas de raison. Parce que ça ne va rien changer à la situation et au contraire, ça va l'aggraver. Tu vas faire beaucoup plus de dégâts encore. C'est-à-dire que l'autre t'a molesté, il a créé de la douleur en toi et toi, tu vas créer de la douleur en lui. Donc tu ne fais que rajouter à la douleur de ce monde. Donc ça, c'est une piste. Comment ça se fait que ça soit si long? Si c'est si long, c'est qu'il y a des facteurs qui empêchent la récupération. Alors, rarement, très rarement, ultra rarement, c'est parce que le niveau est vraiment tombé trop bas. En vérité, c'est très rare. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a des facteurs qui n'ont pas été pris en compte. Pollution environnementale, pollution émotionnelle. Et que ça, ben, si c'est une pollution émotionnelle, il n'y a pas d'autre choix que de lâcher. Alors, il y a des tas de gens qui disent « Ah, moi j'ai des techniques pour faire lâcher tout. » Super, super. Si vous voulez, il n'y a pas de problème, avec ça. Moi, j'en connais une qui est parfaite. C'est, je vais en reparler, le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. D'ailleurs, je pense que les deux devraient être vraiment corrélés la plupart du temps. Le jeûne est vraiment une expérience d'intériorisation et vraiment une expérience dans laquelle on peut rencontrer Dieu d'une façon vraiment manifeste. La prière est un moyen de tendre la main et d'appeler vraiment la grâce et la guérison. Donc oui, moi je crois beaucoup aux vertus du jeûne et de la prière, au-delà de toutes les techniques de libération émotionnelle. Il y en a peut-être des tas, mais les techniques de libération émotionnelle, c'est toujours pareil, c'est encore l'humain qui fait. Il fait avec ses moyens, avec ses techniques, avec sa compréhension qui est relativement limitée. Et je ne dis pas que vous avez une compréhension limitée. Si vous êtes thérapeute, vous avez certainement une super méthode que je ne connais pas, malheureusement pour moi, certainement. Ça me libérerait de beaucoup d'entraves. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai beaucoup d'entraves émotionnelles. Ne vous inquiétez pas pour moi, ne vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en charge pour moi, de mes entraves émotionnelles. Moi, je crois beaucoup à la vertu du jeûne et de la prière et à la vertu du « j'arrête de faire, j'abandonne, je m'abandonne à la grâce ». Voilà, Indiana, je comprends ton ras-le-bol. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a encore des paramètres qui n'ont pas été levés. Et il faut aller les trouver, il faut aller les chercher. Je pense que tu as la rage, donc je te souhaite vraiment d'aller les trouver, d'aller guerroyer pour dire ben non, c'est pas inéluctable. Ce qui m'arrive, c'est pas une fatalité. C'est quelque chose qui peut être renversé. Et d'ailleurs, c'est ce que je souhaite à tout le monde vraiment, d'avoir cette rage, cette confiance, ce courage, cette jubilation à dire on va briser les murs d'impossibilité, on va les fracasser littéralement, on va les fracasser en opposant l'épigénétique à la génétique, on va fracasser ce sentiment d'impuissance qu'on nous donne, qui nous dirait tu peux pas, tu vas pas y arriver, c'est définitif, c'est génétique, c'est lié au terrain, c'est hérité comme ça, et ça sera pour toute ta vie. Et là, dire mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tout peut être influencé par notre environnement et par nos choix. Et le moment de la décision, le moment de puissance, c'est maintenant. C'est maintenant que je l'ai entre mes mains. C'est maintenant que je vais pouvoir agir directement. Ça, c'est la merveille du message de la régénération. C'est-à-dire, vas-y maintenant. Et surtout, te laisse pas distraire. Te laisse pas distraire. Il y avait quelqu'un qui parlait tout à l'heure des critiques et des choses comme ça. Mais t'inquiète pas qu'elles vont pas me démonter. Je sais qu'il y a une seule façon d'échouer dans ce que l'on entreprend, c'est de ne pas mener le combat. Parce que le diable, il n'a qu'un seul moyen de nous avoir, parce qu'il est toujours perdant dans le combat.
Il a un seul moyen de nous avoir. C'est premièrement de nous faire renoncer par désespérance, en se disant on n'est pas à la hauteur ou des choses comme ça, ou d'attirer notre attention sur autre chose, de nous faire diverger du chemin. Donc ne t'inquiète pas, toutes les critiques, les attaques de rue machin chose, ou de n'importe quel petit excité sur Facebook, ça n'a aucune importance pour moi. Je ne vais pas y consacrer la moindre énergie. Je vais te dire mieux que ça, on peut m'attaquer autant qu'on veut, je n'attaquerai même pas au pénal ou quoi que ce soit. On me dit, ah, tu devrais porter plainte pour diffamation et tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu veux que je perde du temps à ça? Tu veux que je passe des heures à essayer de sauver mon image, mon amour-propre et mon ego? Mais il n'y a rien à sauver. Mon amour-propre ou mon ego, j'en veux pas. Ma personnalité, j'en veux pas. Il n'y a rien de moi qui est à sauver. Rien. Je n'ai rien à sauver. Donc il n'y a rien à protéger, je n'ai rien à garantir et je n'ai pas d'énergie et de temps à perdre avec ça. Moi ce qui m'intéresse c'est tirer tout droit sur les murs d'incompréhension, sur la chronicité de notre incompréhension des mécanismes physiologiques du corps, sur la chronicité de notre ignorance, sur la chronicité de notre peur et donc sur la chronicité de notre maladie qui est l'assujettissement et l'hétéronomie. Et de commencer à fonctionner à partir de ça, à partir de notre ressenti. Arrêtez d'avoir des pseudo-gourous de pacotille qui nous disent « tu dois manger comme ci, tu dois penser comme ci, moi en tant que journaliste, moi en tant que spécialiste », et puis qui te resserinent des messages, hein, puis en te disant « si tu le fais pas, c'est que tu es comme ci, c'est que tu es comme ça hein. », des profils de pervers narcissiques hein, qui se multiplient sur Internet hein, et qui se drapent dans des habits de justiciers, de pourfendeurs du bon droit et ainsi de suite. Mais combien on en voit hein, combien on en voit. Mais ouvrir les yeux, quoi. Fonctionner uniquement à partir de ça, à partir de ton ressenti. Avancer à partir de ta reliance ici, qui prend place ici, ce message qui se naît vraiment au niveau de ton cœur et qui te dit quoi faire, comment faire, ressentir, accepter l'échec, accepter l'erreur, hein, accepter de te buter quelque part, de repartir en marche arrière, mais le faire toi le chemin, pas faire que quelqu'un d'autre le fait pour toi, le faire toi et pas perdre de temps, pas perdre le temps avec les critiques, avec les diffamations, pas perdre de temps avec ça, tirer sans cesse. Tirer sans cesse, tirer vers le but et ne pas se laisser distraire. Jamais, jamais se laisser distraire. C'est l'essentiel de ces vidéos. C'est ce que je vais essayer de vous donner aussi dans les stages en octobre. Je vous attends en deuxième semaine. J'ai une patate pas possible. Il y a encore des places. Malheureusement, je suis vraiment désolé. Je demande vraiment pardon à toutes les personnes qui vont être déçues parce qu'elles ne vont pas pouvoir venir avec leurs enfants. Je peux vous dire qu'on vous prépare un truc pour l'été prochain, un gros festival, où là les enfants ils pourront venir par dizaines et par centaines et pas par milliers parce que par centaines. On va se calmer, sinon ça va s'affoler. Je suis vraiment désolé pour ce stage. Et tous ceux qui veulent tirer droit, sans perdre de temps, aller droit directement, focus, au but, je vous attends en octobre. Bonne régénération à vous. Je vous souhaite vraiment de trouver dans ces vidéos aussi l'énergie, la rage, la joie, la jubilation pour aller franchir vraiment tous ces challenges, toutes ces marches qui se présentent à chacun d'entre nous et qui sont des belles occasions de grandir, hein, qui sont des occasions aussi de buter, et de repartir dans une autre direction et d'aller retenter. Vous savez, c'est toujours pareil. Hein. On court, on essaye de sauter la barre, bim, on se mange la barre dans l'élan. On refait machine arrière et on reprend l'élan. Peut-être qu'on met la barre un tout petit peu moins haut. Si le jeûne, on s'était lancé dans un jeûne de 3 jours, comme c'est Brigitte, hein, je crois, c'est too much. Ok, on calme le jeu, on fait moins, on met un petit peu, et puis chacun, on gravit. Et à la fin, régénération. Bonne régénération à tous.